Savez-vous ce que je viens de vivre aujourd'hui? Ce qu'il vient de... J'étais dans l'autobus, le 80. Vous connaissez peut-être? Il fait la ligne mairie du 18e, mairie du 15e. Mairie du 15e, mairie du 18e. Deux quartiers absolument opposés. Non seulement géographiquement, bien sûr, mais aussi dans le style, le genre. J'étais montée exactement à école militaire. Bon, école militaire, tout le monde connaît, pas la peine d'expliquer. Dans l'enfilade du Champ de Mars et de la Tour Eiffel. On roulait tranquillement. Pas beaucoup de monde dans l'autobus, une heure calme. Quelques jeunes qui visiblement se rendaient sur les Champs-Élysées au cinéma, je suppose. Une femme, professeur, corrigeait des copies. C'est l'endroit idéal, faut croire. Deux messieurs parlaient automobile. Je venais de m'asseoir, dans le sens de la marche, en face d'un monsieur qui lisait son journal, un monsieur qui me parut alors quelconque. C'est curieux de remarquer quelqu'un qui n'a rien de remarquable. 2 ou 3 stations venaient d'être passées lorsque... C'était, je crois bien, à l'arrêt Bosquet. Oui, à l'arrêt Bosquet. Un monsieur est monté et est venu prendre place à côté de celui en face de moi, plongé dans son journal. Un monsieur bien habillé, cravate, petit nœud, péniblement réussi, des poils dans les oreilles. Ah oui, moi je déteste. Je ne comprends pas que les hommes qui passent tous les jours un bon quart d'heure à se faire la barbe négligent les poils qu'ils ont, quand ils en ont, dans les oreilles. Enfin, passons, ça ne me regarde pas. Enfin, bien que je... Donc il s'installe en face de moi, lui aussi. Et reste absolument calme, sans attirer le moins du monde l'attention, pendant à peine 1 ou 2 minutes. Et puis soudain, plus fort que lui, il se penche légèrement, à peine, vers son voisin, le monsieur au journal, et lui dit... Et vous savez ce qui m'arrive? L'autre ne bronche pas, comme s'il n'était pas là. Alors le monsieur recommence... Vous savez ce qui vient de m'arriver? J'aurais voulu que l'autre réponde pour encourager le monsieur à y aller de son affaire, mais rien. Il ne bronche pas. Il ne change même pas la page de son journal, plongé dedans, tout à fait bouffé, absorbé, avalé par son journal. Le monsieur, il devait avoir 65 ans environ, ne se décourage pas. Peut-être n'avait-il nul besoin qu'on l'invite à raconter son histoire. Je viens de retrouver ma fille. Oui, il dit cela d'un air, mais comme un gamin, un gosse qui viendrait de faire une bonne blague, tout heureux. Lui, ce n'était pas tout à fait heureux qu'il était, mais bien plus que cela, il semblait encore sous le coup de... complètement remué, chaviré, prêt à exploser. Oui, ma fille. Je viens de retrouver ma fille. Je l'avais perdue, figurez-vous, il y a 35 ans. Il venait de retrouver, disait-il, sa fille, perdue depuis 35 ans. Elle est née dans un camp, en 1943, à Ordrouf. Je l'avais pas revue, ni même vue, hein, je puis le dire. Et pendant ce temps, l'autobus, qui évidemment n'en avait rien à faire de ce monsieur et de l'histoire de sa fille perdue en 43, continuait son bonhomme de chemin d'arrêt en arrêt. Les gens montaient, descendaient, bavardaient, alors que quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire à côté d'eux, en face de moi. Je devais descendre à Saint-Lazare. Oui, les grands magasins. Mais déjà, je pensais ne rien faire pour rester avec le monsieur. Aller jusqu'où il irait afin de ne rien perdre de son histoire. Son histoire qu'il racontait comme quelque chose d'irrésistible, qui grandissait en lui et qu'il lui fallait absolument... C'est incroyable, quoi. Incroyable ce qui m'arrive. Car en plus, ma fille, en réalité, je la voyais presque tous les jours sans savoir, sans soupçonner le moins du monde qui c'était. Oui, ma fille est une vedette, une présentatrice à la télévision. Oui, croyez-vous, hein? Je ne serais peut-être pas allée au bout du monde avec lui pour savoir la suite. Mais jusqu'au terminus, ça oui, sûrement. C'est une chose extraordinaire, miraculeuse. Un miracle, oui, il n'y a pas de mot qui convient mieux. Finalement, je crois qu'il s'en moquait qu'on l'écoute ou non, car visiblement personne ne faisait attention à lui. Dans quelques stations, on allait être à Saint-Lazare. Saint-Philippe du Roule-Matignon, section. Pendant les arrêts, le monsieur s'arrêtait aussi de parler, je ne sais pas pourquoi. Ah, ça y est, on repart. Il y a des choses tout de même prodigieuses dans la vie. J'avais mis près de 30 ans à admettre, à accepter l'idée que je ne reverrai jamais celle qui fut ma fille le temps de quelques jours seulement. Oui, il y avait en effet
Mille raisons, 1 million de raisons, étant donné les circonstances dans lesquelles elle est née, étant donné tout ce que nous avons vu, vécu, pour qu'elle fût morte, 100 fois morte. Pendant des années, je me suis refusé, c'est normal, n'est-ce pas, à croire que ma petite fille n'avait pu échapper aux terribles événements de ce temps-là qui virent sa naissance, qui contribuèrent à sa venue au monde. Non, c'est seulement depuis quelques années que je me suis fait à l'idée que j'ai admis l'idée qu'elle était morte. Aucune de mes recherches, par toutes les voies officielles ou non, n'avait donné de résultat. Et voilà que... C'est incroyable, cette ironie. Doit-on dire ironie? Cette ironie du sort qui, hier, a fait que... C'est le monsieur au journal qui part. Il s'est levé en s'excusant. Pardon. Est passé entre l'homme et moi et va appuyer sur le bouton qui demande l'arrêt suivant. Maintenant, le bonhomme va-t-il continuer son récit? Osman Miroménil. La porte, s'il vous plaît. Je ne peux tout de même pas, je n'ose pas lui demander de continuer son récit. Ça l'a peut-être découragé, ce départ. Et cette indifférence aussi. Ah non, on dirait que... Oui, voilà un monsieur qui vient prendre la place de l'autre chic, alors voilà. Lui, au moins, il ne lit pas, peut-être que... Savez-vous ce qui m'arrive? Le monsieur le regarde. Il ne répond pas, mais il le regarde, d'un drôle de regard tout de même, comme s'il avait affaire à une bête curieuse. Pas un fou, non, mais presque. Un original ou un exhibitionniste, comme on en rencontre souvent le soir dans le métro. Oui, en 1943. Et je viens, alors, je sors de chez elle. Elle habite avenue Bosquet. Je viens de la retrouver. Ah, si vous aviez vu cet appartement, ce luxe, mon Dieu. Et il faut vous dire que ma fille est une vedette. Ah, si j'avais pu m'en douter, moi qui la voyais tous les jours à la télé. Nous avons déjeuné ensemble. Oui, tous les deux, en tête à tête. On avait tellement de choses à se dire, vous imaginez. Là, je retourne à la maison. Oui, elle travaille cet après-midi et moi, je dois me reposer. Vous pensez, après un tel choc... Dormir, si je peux, je prends un cachet et... Elle n'avait tout de même pas demandé un congé parce qu'elle venait de retrouver son père. Elle allait donc expliquer la chose à un chef de service, un employeur, un patron. Ah, dormir. Ouais. Je vis tout seul. Oui, une voisine parfois vient s'occuper de mon intérieur. Oh, un tout petit et tout modeste intérieur. Ah, c'est pas comme ma fille. Si vous aviez vu. Oh, du reste, pas que l'intérieur, hein, l'extérieur aussi. Avenue Bosquet. Vous pensez? Elle m'a proposé d'aller... Pas tout de suite, bien sûr, d'aller m'installer chez elle. C'est tellement grand chez elle. De vivre avec elle. Ah, j'ai répondu qu'il fallait réfléchir. Bien sûr, ça me ferait plaisir, mais dans mon petit chez-moi, vous pensez, j'ai mes habitudes, mes souvenirs. Là-bas. Bon, les premiers jours, je dis pas, mais je finirais par la déranger. Et puis, il y a le quartier, c'est mon quartier que j'aime et qui me le rend bien. Et puis, il y a la bonne. Bah, la sienne, évidemment. Je suis pas bien encombrant, soit, mais cependant... Il commençait à m'exaspérer un peu. J'avais envie de lui demander de revenir plutôt à son histoire, celle de la naissance de sa fille, de sa disparition, des retrouvailles, etc. Mais non, il parlait de lui, et Saint-Lazare qui approchait. Voilà, ça y est, nous voilà à Saint-Lazare. N'ai même pas vu passer Saint-Augustin, la statue de Jeanne d'Arc. Oh, affreuse. Alors que fais-je? Je reste, puisque le monsieur reste. Va pour. Saint-Augustin. Oh, allons, poncez-moi à présent qu'il ne sait plus où j'en suis. Ah, il monte beaucoup de monde à cet arrêt. Je parie que ça va l'empêcher de reprendre son récit, pour peu qu'on soit entassés comme des sardines. Vous savez ce qui m'arrive? La chose la plus extraordinaire du monde. Il a changé d'interlocuteur. Il a choisi à présent une dame, debout à côté de lui, qui le regarde, ma foi, avec attendrissement. Oh, si je pensais la revoir jamais. Elle est née en 43, dans un camp d'extermination en Allemagne. Sa mère, je dois honnêtement reconnaître que j'ai tout oublié d'elle. Ah, je veux dire, son image. C'était, n'est-ce pas, dans de telles circonstances. Une Polonaise, oui, ça, je me rappelle. Belle. On dit toujours dans ces cas-là, belle. Mais je ne jurerai pas. On s'est connus... Oh. Mon Dieu, il va falloir que je fouille dans ma mémoire, que je réveille, que je tourne de si nombreuses pages à l'envers, que je remonte si loin, si loin.
Je croyais tout cela effacé, enterré à jamais. Je n'ai rien raconté encore de tout ça à ma fille. Je lui ai demandé quelques jours pour retrouver les détails. De toute façon, nous avons tant à nous dire. Il faut y aller par petites doses, de petites étapes. Ne pas trop brusquer les choses. Ne pas tout avaler d'un coup, ne pas risquer de se faire éclater. Quand nous avons été libérés, ça je n'oublierai jamais. L'arrivée des soldats de Patton. Oh, mon Dieu. On avait pris de telles habitudes, n'est-ce pas, qu'en changer brusquement, ça aurait été... Enfin, on n'aurait pas supporté. Du reste, beaucoup sont morts pour avoir, en cachette... Je dois préciser que moi, j'étais pas déporté. Non. Prisonnier de guerre. Kriegsgefangen. Pas tous les jours, mais 2 ou 3 fois par semaine, à plusieurs, on était envoyés dans le camp des femmes pour y effectuer des travaux d'entretien. Bon, on avait vite compris que les femmes cassaient et détérioraient exprès le matériel pour essayer de nous voir un peu. Voir passer un homme, le sentir rôder par là, sentir sa présence, l'entendre frapper des coups de marteau, l'entendre siffler, chanter, parfois. Et réciproquement, deviner une femme dans un coin de la baraque, dans l'ombre. Deviner ses regards, l'entendre retenir son souffle. Ses bruits quand elle se retourne dans son lit, sur son pajot. Et cette odeur de la bête aussi. Il y avait une autre raison aussi à la casse. C'est qu'on leur apportait en même temps des nouvelles de l'extérieur. En général, on voyait les femmes difficilement, ou rarement. Pendant qu'on bricolait sans se presser, elles étaient en général au travail dans les ateliers. Sauf celles qui étaient clouées sur place. J'ai su longtemps après, par une amie, que la mère de ma fille avait pu, grâce à des complicités diverses, confier l'enfant qui venait de naître, qu'elle avait eu de moi, à une gardienne qui l'a fait sortir du camp et qui, me dit-on, l'a remis à un paysan. Enfin, des conditions telles de sauvetage qu'il me parut vite impossible que je revoie jamais cet enfant né, non pas dans l'amour, mais du désir irrésistible de s'aimer. Comme si dans cet acte, nous devions créer une nouvelle source d'espoir, n'en ayant déjà plus depuis longtemps. Oh, remarquez, on savait que les troupes alliées étaient en route. Mais on voyait chaque jour tant et tant de nos copains, de nos voisins, de nos amis qui mouraient, que l'on tuait ou qui lâchaient. Et du reste, la pauvre... Je parle de cette Polonaise. Je l'ai revue qu'une fois, une seule fois, après notre union. Et je crois bien qu'elle m'a même pas reconnu. Oh zut, la bonne femme s'en va. Oh, ça ne l'intéressait peut-être pas, malgré ses airs. Elle avait une tête pas très sympathique. Aucun regret. Avancez dans le fond, s'il vous plaît. Oh, c'est fou ce monde à Saint-Lazare. Il en monte, plus qu'il en... Oh, zut. Mais c'est là que je... Oh, trop tard, de toute façon. Et d'ailleurs, j'avais décidé de rester avec le monsieur, l'ancien prisonnier de guerre. Mais que se passe-t-il? Il se tait. Je lui demanderais bien de reprendre son récit, mais je n'ose pas. Alors, il n'en a tout de même pas perdu le fil. Pourquoi se tait-il? Se tait-il? C'est amusant à dire ça, non? Se tait-il? Oui, si c'est définitif, ce n'est pas de jeu. J'aurais pu descendre et aller à mes achats dans les magasins. Oh, je vais descendre la prochaine, je reviendrai à pied. J'aurais bien aimé pourtant connaître la fin et le milieu de son aventure, parce qu'autrement... C'est incroyable, hein? Absolument incroyable. Ça y est, c'est reparti, ou plutôt c'est revenu. Ce qui m'arrive, oui, ça tient du miracle. Oui, à partir de ce jour, moi, mesdames et messieurs, je crois au miracle. J'ai connu une foule de gens dans ma vie qui... Un inspecteur, tiens. Rien de tel pour lui couper le sifflet. C'est vrai qu'il passe toujours après les sections importantes. Ticket, messieurs, dames, s'il vous plaît. Merci. Votre ticket, monsieur, s'il vous plaît. Merci. Pas moyen de voyager tranquille. Où êtes-vous montée, madame? Tiens, une tricheuse qui se fait pincer. Il doit y en avoir des cœurs qui tremblent en ce moment dans la voiture. Ah bon? Il passe l'éponge, on dirait?
Mes enfants seraient là, elles diraient, c'est toujours les jeunes qui trinquent, qui payent. La vieille, là, avec tous ses bijoux et ses airs de dame bien élevée, on lui fiche la paix, on ferme les yeux. Si ça avait été un étudiant aux cheveux longs, fauchés, il aurait été bon pour l'amende, hein. Oui, c'est ce que diraient mes enfants. Et c'est ce qu'ils diront ce soir, quand je leur raconterai la scène. Soudain, sans prévenir, sans crier gare, au moment où les portes de l'autobus s'ouvrirent, nous étions à l'arrêt suivant, Europe, oui, Europe, le monsieur en face de moi s'est levé, a bousculé un peu le monde, a fendu la foule, dirait-on à la radio, et est descendu, sorti. Je ne sais ce qui m'a pris, j'en ai fait autant, à toute vitesse. Et je me suis retrouvée dehors, sur le trottoir, avec lui. On était là, le regard un peu perdu, comme échappé, sauvé d'une catastrophe, d'un séisme, un peu hagard, comme de quelqu'un qui n'y croit pas. On a vu ça souvent à la télévision pendant les Jeux Olympiques, les vainqueurs en général. Ce n'était sûrement pas la peur du gendarme, enfin je veux dire de l'inspecteur de la RATP qui avait dû pousser mon bonhomme, car avec sa carte orange, il ne risquait rien. C'était quoi alors? Ah tant pis, plus forte que moi, la curiosité me décidait alors à lui poser la question. Lorsque je le vis harponner littéralement une femme qui passait. Vous savez ce qui m'arrive? Non, elle ne le saura pas parce qu'elle s'enfuit. Ah, écoutez-moi! Non, rien à faire. Elle part comme une voleuse. C'est tout juste si elle ne retrousse pas ses jupons pour aller plus vite. Ah, voici une autre femme qui arrive. Moi, je m'étais retiré un peu, écarté, pour voir ce qui allait se passer. Vous savez ce qui m'arrive? Je viens de... Même chose, même scénario, même topo, comme dirait mon preneur de son. Elle s'enfuit. Comme si on lui avait fait une proposition honteuse. Tiens, il traverse à présent. Il entre dans un magasin, une blanchisserie. Je le vois, oui, je le vois bien d'ici, juste en face. Il va directement à la blanchisseuse. Vous savez ce qui m'arrive? La tête de l'autre. Je viens de retrouver ma fille après 35 ans. Oui, enfin, c'est ce qu'il doit essayer de dire. L'autre le regarde et disparaît dans l'arrière-boutique. Pauvre homme. Le voici qui ressort. Un instant, il reste devant la porte, accablé, triste, cherchant des yeux. Mais si j'y allais, c'est le moment, non? Allons, soyons charitables. Je traverse. Oh oui, je l'ai échappé belle. Vous savez ce qui m'arrive? Oui. Mais... Vous venez de retrouver votre fille après 35 ans. Ah bah ça alors. Ah bah ça alors. Ben remettez-vous, voyons. Comment pouvez-vous savoir que... Mais j'étais assise en face de vous, dans l'autobus, le 80. Ah bah j'aime mieux ça. Ah, vous savez, ça fait un drôle d'effet de s'entendre dire ce que l'on croit être le seul au monde à savoir. Un tel... Miracle. Oh, si vous saviez... Vous avez peut-être le temps, monsieur, de prendre avec moi une tasse de thé quelque part? Vous accepteriez? En réalité, je devais descendre au terminus, mairie du 18e, où j'habite. Mais je n'ai plus pu y tenir. Il fallait que... Oui, et moi, je pensais que ça vous était bien égal qu'on vous écoute. Mais je le croyais aussi. Un peu. Et puis... Ce café, là-bas, ça irait? Oh, parfait, oui. Alors, allons-y. Vous savez que... Quoi? J'aurais jamais pu rester tranquille chez moi si j'y étais allé directement. Ah oui, surtout sans avoir pu vraiment vous confier à quelqu'un. Raconter tout ce qui vous arrive. Oui, c'est cela. Je me disais, je vais rentrer me reposer, dormir si possible, mais je me sentais trop seul. Voilà. Et trop lourd aussi d'avoir à garder pour moi tant de choses si... Oh, après vous? Messieurs, dames. On s'assoit ici? Oui, très bien. Thé? Vous croyez... Ah non, j'en prends jamais. Le cœur. Bon, ce que vous voudrez. Mais c'est moi qui offre, n'est-ce pas? Soit. Un café, alors. Garçon? Un café et un thé citron, s'il vous plaît, avec de l'eau chaude à côté. J'y pense. Vous aviez sûrement affaire. Oh, les grands magasins, vous savez. Quand j'entends parler des grands magasins, oui, ça m'arrive parfois des voisines, des commerçants. J'ai l'impression qu'il s'agit de quelque chose qui doit désormais rester loin, enfoui dans ma mémoire, mon souvenir. Pourquoi? Je n'y suis pas allé depuis tant et tant d'années. C'est loin pour moi, et fatigant. Je me suis fait à mon quartier, j'y ai mes trous, mes petits trous. Un dans le jardin public, le square. Un autre sur un banc près de l'église, face à la mairie.
Un tout petit aussi au café tabac. Oui, où je vais des fois écouter les gens, les regarder jouer aux cartes, faire leur tiercé, leur loto, les regarder vivre. Comme ça, chaque jour. Alors les grands magasins, les grands boulevards, ben, c'est loin, c'est ma jeunesse. C'est une autre existence, en somme. Il y a quelques années, il y avait encore un cinéma dans mon quartier, le Marcadet, et le Montcalm, quelques rues après. J'y allais. Ben, ça aussi, ça a été démoli. On démolit tout aujourd'hui. On vit l'époque, la politique de la démolition. À vous, je peux le dire. En détruisant ces cinémas, ben, c'est rien pourtant un cinéma. Mais c'est un peu moi qu'on a détruit. Moi et une foule de gens comme moi. Des fois, au cours d'une promenade, quand j'étais en forme, j'allais jusqu'au pont du cimetière Montmartre. Vous savez pourquoi? Pour regarder les photos des films au Gaumont-Palace. Ça me faisait des heures parfois, ces photos-là. Et puis ce hall immense, c'était... Ah. Maintenant, tout est petit. Mesquin, rikiki. N'allez pas croire que je suis un dingue des cinémas, non? Non, c'est un exemple parmi d'autres. Curieux, n'est-ce pas? Maintenant qu'il avait quelqu'un de sûr en face de lui, prêt à l'écouter, qui ne demandait qu'à l'entendre raconter son histoire, l'histoire de sa fille, il parlait de toute autre chose. Une façon sans doute de se calmer, se reposer, de reprendre son souffle et ses esprits. C'est quoi cette rage folle, suicidaire, de démolir, de détruire, de casser? Comme si on avait honte de quelque chose qu'il faut oublier, effacer. Honte de ce que l'on avait été. Vous avez honte, vous, de ce que vous avez été? Il fut un temps où je peux le dire, moi, vu mon âge, où l'homme était un homme. Et ça nous donne le vertige aujourd'hui. Ça nous gêne, semble-t-il, de savoir cela. Alors il faut vite n'en pas laisser la moindre trace. Vite. Comme les Allemands, hein, ceux de l'autre génération, qui font comme s'il ne s'était rien passé chez eux sous le Troisième Reich. Parlons d'autre chose. Oui. Non, mais c'est ce qu'ils disent à leurs enfants. Parlons d'autre chose. C'est vieux, tout ça, c'est de l'ancien, du passé. Ah. J'ai un voisin, un rescapé des massacres des Arméniens. Vous savez peut-être, pendant la Première Guerre mondiale, en Turquie. 1,5 million de femmes, d'enfants, de vieillards passés au couteau, au sabre. Quand il raconte des fois, j'ai l'impression qu'il s'agit d'événements situés loin dans le temps et il y a des siècles, durant une autre ère de l'humanité. Dans ces pays où tuer des millions d'êtres humains ne faisait pas d'histoire, où ça ne faisait même pas l'histoire, avec un grand H. Pourtant, ce qu'il raconte, mon voisin, s'est passé sous nos yeux, sous nos fenêtres, et dans un temps qui est le nôtre. Il y a aujourd'hui des personnes qui vivent encore ces massacres de l'autre guerre. Je suis retourné à Ohrdruf, après l'armistice, pour essayer de retrouver cette famille de paysans qui avait recueilli ma fille en 1944. Les gens, quand je leur parlais de cette époque, me répondaient invariablement « Quoi? Quel camp? Quel déporté? Quel ?» Ah oui. Même ça se démolit comme on démolit un cinéma, une maison ancienne, malgré la pierre de taille, la bonne, la belle pierre. Le thé citron? Pour moi. Voilà le café. Merci. Savez-vous ce qui m'arrive? Oui. Je crois, si je n'avais pas cette pudeur imbécile, je crois bien que je me mettrais, excusez-moi, à pleurer. Il ne faut pas. Ah, vous avez raison. Mais c'est sans doute parce que vous êtes là avec moi, prête à m'écouter. Le désir. Et tout ce qu'il y avait en moi que je désirais répandre à tout vent, tout à coup... Quoi? C'est dans un journal que je l'ai lu. Oh, je n'achète pas les journaux. Il n'y a rien dans les journaux qui justifie que l'on devienne... qu'on soit quelqu'un qui achète un journal. Non, ce sont mes voisins qui, de temps en temps, quand ils y pensent, quand ils en ont trop, entassés chez eux, plutôt que de les descendre à la poubelle, ils les déposent devant ma porte. C'est moi donc qui suis obligé, après cela, de les descendre. Mais ça ne fait rien, c'est gentil quand même. Alors parfois, quand il pleut, quand il fait triste dehors ou dedans, j'en prends un et je regarde. Oh, je lis pas, hein, rarement. Je ne vais pas me mettre à lire l'histoire, le compte-rendu, la relation de toutes ces choses que je hais, que je refuse, qui ne m'intéressent pas. Et puis, il y a un mois environ,
j'ai vu la photo de cette speakerine. Et que je vois parfois à la télé. Car la télévision, je la regarde. Non pas à cause de ce qu'ils montrent ou ce qu'ils y disent. Là aussi, c'est souvent des gens, des choses que je fuis. Mais quand j'allume mon poste, il se fait dans la pièce cette lumière, à la fois blafarde et crue, que j'aime bien. Oh, je ne saurais vous dire très bien pourquoi. C'est comme quelque chose de l'autre monde, de l'au-delà qui vient là pour qu'on s'y habitue. J'ai l'impression qu'après la mort, on doit vivre dans une lumière comme celle de la télévision. Noir et blanc, bien sûr, étant nous-mêmes transparents, des corps non plus de chair, mais de lumière. Et cette lumière-là, je ne sais pourquoi, cela me rassure. Parce que, entre nous, pour ce qui est des programmes... Bon, passons. Parlons d'autre chose, comme disent les Allemands. Je vois donc la photo de cette présentatrice. Laquelle? Luce Bardig. Luce Bardig? C'est elle, votre fille? Oui, oui, et sous la photo, je lis la légende, pas trop longue, ce n'est pas engageant, je lis « Je suis né dans un camp en Allemagne de parents inconnus ». Je lis l'article ci-contre aussitôt, vous pensez. De haut en bas, de la première à la dernière ligne. On y parle de l'aventure tragique de cette jeune femme née dans un camp, un bébé qu'on fait évader par le miracle de plusieurs complicités, caché sous une capote de facteur, dans une huche de paysans, jusqu'à ce qu'il arrive, après bien des tribulations, tel un colis dans un orphelinat de Vendée. Oh, mon sang ne fait qu'un tour, je relis l'article. Je m'étais juré de ne plus croire à ce genre de miracle, et pourtant, j'écris aussitôt, cher monsieur, une lettre au journal qui fait suivre. 8 jours après, la réponse, le rendez-vous. Nous avons déjeuné ensemble tout à l'heure, avenue Bosquet, dans un appartement. J'y retourne ce soir, oui, elle travaille. Elle voulait que je l'accompagne, mais à mon âge, j'ai pensé, après toutes ces émotions... Ah oui, il faut vous reposer. Oh, le pourrais-je? Mes voisins, mes compagnons d'immeuble qui m'attendent pour savoir tout, en détail, et même... Quoi? Combien de fois faudra-t-il que je me raconte à moi-même tout cela, pour que cela devienne vraiment vrai dans ma tête? Archi vrai, super vrai, comme dirait le fils du palier. Combien de fois? Parce que, finalement, on a beau démolir et casser, et il y a des choses qui, de toute façon, resteront, toujours. On a beau les faire disparaître, prétendre que ça n'a pas existé, la preuve, il n'y a plus rien. On a beau nier, c'est toujours là. Voulez-vous que je vous raccompagne chez vous? On prendra un taxi. Un taxi? Mais oui. Non, je vous remercie, non. Non, on est bien ici. Il y a juste ce qu'il faut comme bruit. Parce que dès que je vais arriver chez moi... Vous ne pouvez pas téléphoner? Nous avons l'eau sur le palier, alors vous pensez le téléphone... L'eau sur le palier? Oh, c'est pas mal, vous savez. Je dis pas ça pour féliciter le propriétaire ou le ministre des robinets, mais moi, j'ai l'impression que si je devais avoir, comme beaucoup, et le téléphone, et la salle de bain, et la machine à laver ceci, la machine à laver cela, je crois bien que je serais déjà mort. Oh, il n'y a que le chauffage, là, ça, évidemment. Mais pourquoi ne voulez-vous pas vivre chez votre fille? Vous me voyez? Vous me voyez faire une chose pareille, arriver là-dedans, dans sa petite merveille d'appartement, ce bijou en or, moi, avec mes gros sabots? Oh, non. Non, chacun reste avec son soi-même. Quand chacun reste ce qu'il est, sans défier quiconque, il n'y a pas de question de supériorité ni d'infériorité. On est tous pareils. Et puis, il y a une bonne chez elle, qui doit tout ranger, qui doit sans cesse passer son chiffon, qui doit... Oh non, 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 non. Pas pour moi. Et vous avez dit dans l'autobus que vous n'aviez aucun souvenir de la mère de votre fille. Je n'ai même jamais su comment elle s'appelait. Ou aussi, une de ses amies du bloc m'a dit son nom, mais je l'ai oublié. Vous savez, j'étais jeune, alors tout cela, ça avait été une aventure comme on s'en raconte entre copains. C'est que plus tard, beaucoup plus tard, que c'est devenu cette chose merveilleuse que je crois, maintenant, que je raconte à moi ou à d'autres. Non, elle était polonaise parce que je savais que la baraque où ce jour-là on m'avait envoyé faire des travaux était occupée par des Polonaises. Mais c'est tout.
Je vais vous demander de me régler, monsieur, dame, parce qu'on change de service. Là. Ah, tenez. Ah, non, non, oh, non, permettez. Comme vous voudrez. Le service est compris? Oui, monsieur. Merci. Il est arrivé au bon moment, le garçon. Au bon moment? Oui. J'étais là-bas. J'étais dans la baraque. Cette baraque, toute propre, impeccable. J'avais à peine posé mon bardard, je veux dire ma boîte à outils, à bricoler. Je regardais les fenêtres où il fallait remettre les rideaux noirs pour la défense passive et qui étaient déchirés, et exprès. J'entends une voix. Je savais que parfois, des femmes qui avaient reçu la punition classique, 25-50 coups de bâton, ou à qui on avait fait passer une nuit dehors, entièrement nues, des femmes, parfois quand elles n'en étaient pas mortes, c'était rare, restaient une journée dans le bloc. Cette voix n'était pas celle d'une femme qui se plaignait, qui gémissait, non, c'était... Comment dire? Je crois que s'il n'a inventé l'homme et la femme que pour ce moment-là, que pour cet instant très précis, je crois que Dieu n'aura pas perdu son temps, ni son argent. Venez. Je vous raccompagne. On marche un peu? Vous ne... Un peu. Soit. Il y a longtemps que je n'étais pas venu dans ce quartier, jusqu'ici. Moi non plus. Puis-je me permettre de vous demander ce que vous faites? Je suis productrice. Hein? Oui, je fais des émissions à la radio. Ah bah c'est la journée. Après une vedette de télé, je tombe sur une vedette de radio. Ah non, pas vedette. Je ne fais que choisir, proposer, faire connaître des textes. Non, je reste dans l'ombre. Oh, vous avez raison, c'est là qu'on est le mieux. Si tout le monde restait à l'ombre, il y aurait du soleil pour tout le monde. C'est amusant ce que vous dites, mais... Ah, ça sent son sophisme. Oui, alors ça ne fait rien. Oh, et même si cela faisait quelque chose. Il faut se prendre terriblement au sérieux pour prêter attention à tout ce que l'on dit. Dieu merci. Quand les soldats américains ont libéré le camp, vous savez à quoi j'ai pensé aussitôt? J'ai pensé qu'il n'allait plus me rester aucune chance de revoir ma polonaise. Alors que tous mes camarades, et c'est normal, sautaient de joie à l'idée de rentrer à la maison. Moi, j'étais triste. Je ne savais pas ce qu'elle était devenue. Morte ou quoi. Envoyée à Ravensbrück, peut-être. Pour y passer Noël. Noël? Ouais, c'est ce qu'on disait entre nous. Qu'elle disait entre elles, aller passer Noël à Ravensbrück. C'était être condamné. Être sûr d'y crever. Par la piqûre ou la chambre à gaz ou même le peloton d'exécution. Oui, même les femmes, parfois ils les fusillaient. Il y a un tas de choses comme ça que j'ai apprises plus tard, longtemps après la guerre. Quand je cherchais à savoir si ma fille... à la retrouver. On m'a donné des adresses. J'ai pu rencontrer des anciens déportés, hommes et femmes. Et j'ai appris plein de choses que eux, je veux dire, les Allemands ont oubliées. Des horreurs que moi aussi, à la longue, j'avais commencé à oublier. Mais ça revient vite, vous savez, quand vous les avez vécues. Vous voyez, il me semble, voyez-vous, qu'on ne devrait jamais, excusez-moi, jamais pardonner. C'est une lâcheté, le pardon. Pardonner, c'est faillir, c'est renoncer à être un homme. Car du jour où vous pardonnez, ce ne sont pas les crimes commis qui disparaissent, que l'on efface, que l'on gomme. C'est bel et bien vous-même. Comme s'il ne s'était absolument rien passé. Un jour que, je ne sais pas par quelle idée insensée, je racontais mes malheurs à une jeune fille de 17-18 ans, oui, pour sa gouverne, pas pour me faire mousser, ou je ne sais quelle sottise du genre, non. Vous savez ce qu'elle m'a dit, quand j'ai terminé? Elle m'a dit calmement et froidement, avec un petit ton protecteur, « Oubliez donc tout cela, c'est mieux. » Oh, il n'y a que ceux qui sont morts là-bas, sur place, qui peuvent oublier ce qu'ils ont vécu là-bas. Et encore. Et comme je n'ai pas encore décidé de mourir, je ne veux pas oublier. Oh, peut-être que cette jeune fille... Quoi? Elle était peut-être déjà morte, elle-même, quand elle me fit cette réponse. Vous ne croyez pas?
Morte, sans le savoir. Ouais, passons, c'est pas la question. Place Clichy. Je crois que je vais reprendre l'autobus. Où est l'arrêt? Allons jusque là-bas. Il se trouvait jadis le Gaumont Palace. Et un peu plus loin, c'est la section. Mais vous avez la carte orange? Même avec la carte orange, j'économise sur mes transports. C'est une vieille habitude, je crèverai avec. Ah oui, ça je le crains. Ouais. Il faut que je m'arrête une minute. Ça vous ennuie pas? Non, non, non. Place Clichy. Quand je suis arrivé à Paris, c'était en 38. Vous voyez l'avenue, là? L'avenue qui mène à la Fourche. Je croyais que... J'étais très jeune, hein, qu'au bout, il n'y avait rien. Plus rien, que le monde s'arrêtait, là, net, brusquement, comme coupé au couteau. Je me mettais ici, là où nous sommes, je m'adossais. À l'époque, c'était pas ce magasin. Et je regardais, tout au bout, là-bas, comme un marin du haut de son mât. Et je pensais que là-bas, il y avait donc un trou, un énorme trou. Et j'imaginais les gens, les voitures, il y en avait moins alors, qui montaient la rue pour aller se précipiter dans le vide. La place. La place Clichy. Il va se mettre à pleuvoir. Je crois que c'est là qu'il faut nous séparer, madame. Nous avions dit que... Vous savez, je suis capable de rester ici un bon bout de temps. Oui, alors évidemment. Oui, je n'ai plus mes jambes de 38. Mais d'où êtes-vous? De quelle région? Caen, en Normandie. Ça, pas très original. Quand je pense à tout ce que la vie m'a réservé depuis ce moment, surtout en 1938. La place Clichy. Et aujourd'hui? Le 80. 80. Je croyais qu'on était un... Non, je veux dire l'autobus 80. Oh bon, vous m'avez fait une de ces peurs. C'est parti un soir, ici, en regardant l'avenue, là, en face de nous. C'est cette image qui vous a donné l'envie de... qui vous a décidé à rester à Paris? L'image de ce trou noir. Quelques mois après, j'étais mobilisé et... Vous y êtes tout de même allé voir? Depuis cette nuit, ce soir-là? Oui. Hélas. Hélas? Oui, parce que cette impression, cette sensation de vide que j'éprouvais d'ici, de cet endroit où nous sommes, là-bas, a disparu aussitôt. Évidemment. Dès que je suis arrivé à la Fourche. Autrement dit, Ravensbrück. Ohrdruf. C'est là. En quelque sorte. Oui. Cela est devenu une réalité, ici. Et pourquoi aviez-vous quitté la Normandie? Pourquoi? Jeune et bête, voilà, pourquoi? J'avais rien dans le crâne, je ne savais rien, j'ai voulu... Et vous êtes venu à Paris pour cela? Oui, place Clichy. Beau résultat. Maintenant, j'ai des choses dans le crâne, plein, tout plein. Oh, après tout... Oui, il y a pire, c'est vrai. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. À propos, vous n'avez jamais su comment votre fille... Ah non, ça aussi, alors c'est le trou, hein, le trou noir. Pas où on s'est précipité, mais au contraire, d'où on est sorti. Elle n'a jamais pu reconstituer, connaître le parcours exact entre le moment où on l'a fait s'évader des camps et celui où elle s'est retrouvée dans cet orphelinat en Vendée. Il y a là des années qui resteront à jamais comme si elles n'avaient pas existé. Très jeune, elle s'est enfuie de l'établissement. Elle a dû se débrouiller, faire plusieurs métiers. Vous savez, on s'est raconté tout cela à la va-vite, hein, pour essayer de rattraper un peu le temps perdu. Ouais. Il faudra qu'on recommence, c'est sûr. Chaque jour. Ou presque, jusqu'à ce... Oui, je sais que dans les camps, les femmes, les mères devaient chaque matin déposer leurs bébés devant la porte des blocs. On les ramassait. Et les retrouvait le soir au retour des ateliers. Elle les retrouvait... Pas souvent, mais quelquefois... Beaucoup mouraient la nuit, dans les bras de leur mère. Elle voulait à toute force les empêcher de pleurer, car alors la surveillante... À un moment, j'ai pensé que ma fille était morte de froid, de faim ou de saleté.
Il y avait tant de raisons pour mourir d'une minute à l'autre avec les maladies. Mais je m'accrochais à cet espoir qu'avaient fait naître en moi les femmes du baraquement avec cette histoire d'évasion. Et effectivement, c'est sûrement ce qui s'est passé puisque je l'ai retrouvée aujourd'hui. Mais, matériellement, comment pouvez-vous être sûr que c'est elle? Comment? Oui, qu'est-ce qui prouve que c'est bien la fille, l'enfant, le bébé de cette femme, de cette Polonaise? Ordruf. Votre enfant. Qu'est-ce qu'il prouve? Il a dû y avoir tant d'autres cas semblables. Mais c'est affreux. C'est affreux ce que vous me dites là, madame. La question que vous me posez. Oui. Oh, mon Dieu. Non, mais je vous demande Non, pardon. mais madame, tout me le prouve. Me l'assure, tout ce que pendant des heures nous nous sommes dit, raconté en long et en large depuis ce matin à midi pendant le déjeuner, tout. On ne sait, voyez-vous, même pas demander si. Oh, mon Dieu, quelle question vous me posez là, madame. Quelle horrible question. Vous voudrez bien m'excuser, je ne sais pas pourquoi subitement j'ai pensé à ça, Oh. mais je ne sais vraiment pas. Mon Dieu. Non, ce n'est pas bien grave, voyons, vous allez vous reposer un peu et dès ce soir... c'est ce soir que vous revoyez votre fille. Ah mais si, ça y est, je le sais, j'ai la preuve. Mais bien sûr, ah oui, je me disais aussi, ce n'est pas possible. Eh ben, vous voyez, tout s'arrange. Eh bien évidemment que j'ai la preuve, puisque... Mais oui, c'est... Cela, je me rappelle. Attendez. Non mais monsieur, moi personnellement... Non, si, attendez, je vous dis, je sais. Non, voulez-vous que j'appelle un taxi? Non. Non mais ça fait Ah tard. bah, j'ai la permission de minuit, madame. Oui, mais je dois... Non, il faut que je retrouve ce fait, ce détail, cette chose qui est la preuve formelle. Il faut que je retrouve ça tout de suite. Je ne veux pas rentrer chez moi sans cela, sans cette conviction, sans cette pièce à conviction, hein, c'est comme ça qu'on dit. Ce serait affreux, trop affreux. Non, allons, voyons, monsieur, calmez-vous. Elle m'a dit un jour, dans un avion. Oui, c'est cela, dans un avion. Parce qu'elle voyage beaucoup, n'est-ce pas, ma fille? Les festivals, Alors, dans un avion, un jour, un monsieur, il était psychiatre, lui a déclaré, mademoiselle, vous êtes sûrement orpheline. Oui, a-t-elle répondu, comment l'avez-vous deviné? Parce que, lui a expliqué le psychiatre, il était psychiatre, vous vous balancez sans arrêt. C'est le signe de quelqu'un que l'on n'a pas bercé, étant bébé. Vous voyez, ça c'est absolument juste, strictement vrai, irréfutable. Elle n'a pas eu de mère pour la dorloter, la bercer. Là, vous voyez, ça c'est une preuve. Non, une preuve. Mais oui. Une preuve. Place Clichy. Oh mon Dieu. Savez-vous ce que je viens de... tout à l'heure dans l'autobus 80? Vous connaissez peut-être, il fait la ligne mairie du 18e, mairie du 15e. Oui, j'étais montée à l'école militaire. Un peu plus loin, 1 ou 2 stations après, un homme monte et s'assoit en face de moi. Et aussitôt, il se penche vers l'homme à côté qui lisait son journal pour lui dire, d'un air à la fois timide et tout excité, « Vous savez ce qui m'arrive? Vous savez, j'ai retrouvé ma fille. Après 35 ans, je l'avais perdue. Plus aucune nouvelle, figurez-vous, depuis 35 ans, savez? Vous savez ce qui m'arrive?